bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Info Plus sur Malaika Télévision. C'est pour moi un réel plaisir de vous retrouver de nouveau sur Malaika Télévision. Madame, Messieurs, les référendums et les dialogues sont des mécanismes importants dans toute démocratie car ils permettent l'expression des citoyens et la recherche aussi des solutions communes. Ici, en République démocratique du Congo, ces deux notions suscitent déjà de nombreux débats et une question reste posée, c'est quel rôle ces deux notions peuvent-elles jouer pour renforcer la démocratie et la cohésion nationale? Pour en débattre, je reçois déjà sur ces plateaux pour vous mes invités. Johnny Ngwala, c'est un plaisir de vous retrouver. Merci beaucoup Madame Francine, merci également à tous les co-débatteurs qui sont mes confrères journalistes. Merci également à Malaika Télévision pour cette opportunité. Merci Johnny. Charles, c'est un plaisir d'être avec vous. Merci beaucoup madame, ça fait également plaisir de vous retrouver après plusieurs mois. Bien sûr, après plusieurs mois, heureusement vous êtes là. Effectivement, merci à Malaika et surtout c'est toujours un honneur, un plaisir d'être là. Le plaisir est partagé. Bertie Kalukangi, c'est un plaisir de vous retrouver de nouveau sur ces plateaux. C'est un plaisir madame de nous retrouver pour discuter tout autour des questions tout à fait alléchantes, surtout qui pointent ou qui tombent à point nommé en République démocratique du Congo. Nous allons en parler. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir Berthier. Alors déjà pour commencer, que faut-il entendre par référendum et dialogue dans une démocratie? Berthier? Voilà, le référendum, c'est un mécanisme par lequel le peuple un mécanisme par lequel le peuple a droit de s'exprimer sur une question qui a divisé, qui a tant fait couler l'encre et la salive au sein des deux chambres qui représentent cette population. Alors, quand cette question devient la pompe des discordes en ce qui concerne la politique dans un pays, divise les deux camps, notamment la majorité ainsi que l'opposition, la gauche et la droite. C'est comme ça qu'on donne libre choix à la population de pouvoir s'exprimer, de pouvoir donner son point de vue parce que c'est cette population qui demeure le souverain primaire. S'il y a des députés, il y a quelque part les sénateurs, c'est parce que si vous voyez au fond, au fin fond, c'est la population qui a donné mandat à toutes ces institutions parce que les sénateurs étant l'émanation de l'Assemblée provinciale, c'est-à-dire qu'il y a eu des élections au niveau des assemblées provinciales, s'il y a des députés nationaux, c'est-à-dire qu'il y a eu élection directe via la population, c'est vraiment ça le référendum. Donc on veut que la population puisse trancher la question qui divise, la question qui reste pendante, sans issue, sans solution. Alors on dit non, non, nous devenons à ce niveau incapables. Là, nous laissons le libre arbitrage au souverain primaire qui est la population. Mais quand on doit parler, vous avez parlé également du dialogue. Voilà. Quand on parle du dialogue, c'est-à-dire c'est un cadre cette fois-là qui réunit et la population représentée par la société civile qui réunit les politiques, notamment les députés nationaux, les députés provinciaux, toutes les couches, mais aussi les communautés ecclésiastiques parce que ces communautés-là amassent le public. Dans ces églises, il y a des fidèles qui sont issus, bien entendu, et de la population et des politiques, ainsi que de toutes les couches de la population. C'est comme ça que le dialogue est ici un cadre tout à fait fédérateur qui réunit tout ce monde-là, contrairement au référendum qui est l'expression directe de la population. Voilà, j'ai vu déjà Johnny qui hochait la tête quand Berthier parlait, donc vous partagez aussi les mêmes avis que Berthier. Oui, effectivement, comme Berthier venait de l'évoquer, le référendum est un mécanisme purement démocratique. Dans un État démocratique, le référendum aussi est un processus qui vise à remettre le droit d'expression au souverain primaire qui est le peuple, émanation du pouvoir. Lorsqu'il y a peut-être un besoin exprimé au niveau institutionnel, alors qu'il y a une divergence
entre la classe ou au sein de la classe politique, on fait beaucoup plus référence au souverain primaire qui a donné mandat à l'exécutif de pouvoir gérer son pouvoir. Alors, c'est comme ça qu'on fait aussi appel au souverain primaire de s'exprimer sur des questions pertinentes. Beaucoup plus, le référendum est utilisé ou convoqué pour le changement même de la loi fondamentale d'un pays. On a vu à travers le monde qu'il y a eu beaucoup de référendums qui ont été organisés justement pour procéder au changement des textes légaux dans un pays donné. En République démocratique du Congo, nous avons connu aussi le premier référendum, je crois, à moins que ma mémoire me trahisse. Il y a plusieurs années. C'était les 18 et les 19 décembre 2005, 2 jours d'affilée, il y a eu référendum. Et en 2016, c'était cette fois-là pour voter la constitution qui venait d'être élaborée. Donc il faudrait maintenant avoir l'approbation du souverain primaire. Et c'est ainsi que la CI, plutôt Commission électorale indépendante de l'époque, avec Abbé Apollinaire Malou, avait organisé le référendum pendant 2 jours d'affilée. Et de l'autre côté, il y avait l'opposition qui avait aussi boycotté ces référendums. C'était l'IDPS. Et les 2 jours d'affilée étaient décrétés ville morte. Donc il n'y avait pas d'activité. À ce temps-là, nous nous rappelons encore comme si c'était hier. Nous sommes dans l'histoire. Oui, bien que c'est déjà passé. Alors c'est aussi une façon de consulter, comme Berthier venait de l'évoquer ici, de consulter les souverains primaires. Mais l'expression démocratique veut aussi qu'il y ait des contestations. Et les référendums n'ont jamais fait l'unanimité. Les référendums n'ont jamais fait l'unanimité. Alors, Charles, vous pensez que ces mécanismes ont raison d'exister? Exactement, nous sommes dans un pays démocratique, c'est-à-dire tout le monde a le libre choix de s'exprimer, mais que ce soit de manière à ne pas léser les autres. Aujourd'hui, la population doit se rappeler au référendum, à voter si oui ou non, on pourra changer la Constitution. Mais je pense, à mon humble avis, que nous devons aussi nous supporter les uns les autres. C'est-à-dire, si les gens de la majorité présidentielle veulent changer la Constitution, c'est une démarche démocratique qui sera, en tout cas, jugée par la population. C'est à la population de dire oui ou non. Si à l'opposition, on veut contester par des actions aussi démocratiques, par exemple des villes mortes, il n'y a pas eu des échauffourées, des déclarations par-ci, par-là. Je pense que c'est aussi une démarche démocratique. La population va juger entre la majorité et l'opposition et qu'est-ce qui sera suivi après. À mon humble avis, je pense que jusque-là, en RDC, avec la question du changement de la Constitution, nous sommes dans le banc parce que tout le monde est en train de faire entendre sa voix et la population que nous sommes en train d'attendre, par exemple, si la population pourra accepter oui ou non, mais du côté de la majorité, on veut changer la Constitution. Du côté de l'opposition, on refuse catégoriquement ça. On voit un bloc de l'opposition, c'est-à-dire Katumbi, Fayoulou, Sessanga et les autres, ils ne veulent pas du tout de cette histoire, prétextant que le pouvoir en place voudrait s'éterniser au pouvoir. Alors, pourquoi les référendums ou la question du référendum suscite-t-elle autant d'intérêt dans l'opinion publique? Voilà, madame, vous allez comprendre tout de suite avec moi que ce sont des voies prévues par la Constitution de la République démocratique du Congo. Et ces genres de voies demeurent ici la Libye pour l'homme politique, pour l'utiliser afin de parvenir à son objectif. Ici, il est question, quand on parle du dialogue des référendums, vous serez d'accord avec moi que ce n'est pas le peuple qui demande ce dialogue ou ce référendum. Ce sont les politiques, via leurs divergences, qui commencent à vouloir camper tout autour de leurs arguments, tisser des arguments, afin de faire allécher cette population dans leur maille. C'est ça le problème ici. Le problème n'est pas de refuser ou d'accepter le dialogue. Le problème, c'est l'intention derrière ces mécanismes. Vous êtes d'accord avec moi que ça ne déchire pas la population, cette question. Cette question divise principalement
l'opposition et la majorité en République démocratique du Congo. Non, la question divise les politiques. Voilà. Mais qui voudrait passer par la population pour parvenir et atteindre leurs objectifs, que ce soit des objectifs respectivement de barrer la route à cette manœuvre ou de faire profiter cet objectif via cette manœuvre. Voyez-vous? Donc aujourd'hui en République démocratique du Congo, vous allez comprendre que ce sont des dispositions constitutionnelles mais qui sont utilisées de manière pas correcte par l'homme politique puisque visant un intérêt de son camp politique. Alors qu'est-ce qui explique l'attention qu'on lui accorde dans l'opinion publique? Oui, l'attention, madame, je crois que c'est comme les argumentaires de tout à l'heure des Berthier. Il y a des intentions qui sont, à tort ou à raison, attribuées au pouvoir en place, qui chercheraient à se maintenir encore dans les affaires les plus longtemps possible à travers ces mécanismes de consultation du souverain primaire appelés référendum. Donc, je pense que l'attention qu'on lui accorde aujourd'hui. Oui, l'attention, oui. C'est sur base, je venais de l'évoquer, c'est sur base de ce qu'on prête intention au régime en place que la stratégie vise à se maintenir le plus longtemps possible au pouvoir. C'est-à-dire que contourner l'ancienne constitution et avoir une nouvelle qui va consacrer le 3e mandat pour l'actuel président de la République parce que tout va repartir à zéro. Donc c'est ça même la tension au sein de la classe politique congolaise, particulièrement l'opposition congolaise dans son ensemble. Mais alors, tout à l'heure, avant même le début du débat, Charles a évoqué ici un point très capital. Si aujourd'hui il advenait que l'actuel chef de l'État, Félix Tshisekedi, parvenait à se prononcer pour dire qu'il n'est pas candidat aux prochaines échéances électorales, au point même de présenter au peuple congolais son dauphin qui va compétir aux consultations électorales prochaines, je pense que vous ne verrez plus de tensions au sein de la classe politique congolaise, particulièrement au sein de l'opposition. Ici, le problème, c'est qu'il y a des intentions qui sont... Qui prête les intentions à l'autre? Oui, c'est l'opposition particulièrement qui n'est pas aux affaires, qui cherche aussi à conquérir le pouvoir et accéder dans les affaires et terminer, entre guillemets, ce qu'elle qualifie de souffrance qui fait face la population congolaise. Alors, sur base de l'expérience du passé, et la crainte même de l'opposition est que même si elle parvenait à faire semblant ou valider le processus du référendum, au finish, on va connaître toujours la même réalité parce que le vote est déjà conditionné, soit vous votez oui, soit c'est non. Et le dépouillement et consorts finira toujours par donner les résultats satisfaisants à la mention oui, et ça va donner carrément la possibilité d'avoir une nouvelle constitution, et c'est que l'opposition ne veut pas entendre de son oreille. Alors, sur ce point, moi je trouve que tous les indicateurs sont au rouge par rapport aux manœuvres même des changements de la Constitution. L'opposition congolaise s'est un peu réveillée tard parce que le pouvoir en place avait déjà commencé par... L'opposition devait se réveiller quand? À partir du moment où on a fini les consultations électorales de 2023. Et pourquoi? C'est pour, n'est-ce pas, faire la pression et faire rappel au pouvoir que 2028 exactement. Il doit y avoir les élections. Pas des glissements surtout. Vous voyez? Et on est dans un état démocratique, il y a des manifestations qui sont autorisées, pas des violations ou incitations à la haine, tribale et consorts, mais des manifestations pacifiques, des sit-ins par exemple, comme nous avons appris que l'opposition sera le 12 en sit-in devant le palais du peuple, question de faire retirer cette proposition du professeur Nkondangoy. Mais je trouve que c'est un peu en retard, et même lorsque j'ai eu à constater les députés de l'opposition qui ont claqué la porte lors du débat par rapport à cette proposition de loi, c'était un peu tard. La matière à l'ordre du jour avait été déjà annoncée. Ils ont accepté de venir siéger sans pour autant appeler la population ou le peuple
par rapport à ce qui est déjà prévu, ils ont participé au débat et par après, ils ont claqué la porte. Ce qui n'est pas une bonne stratégie. Rappelez-vous, nous sommes en 2015. Lorsque il y a manœuvre de contourner la tenue des élections, au niveau de l'Assemblée nationale, les débats étaient engagés. Il faudrait procéder d'abord par l'identification des populations à travers l'Office national pour l'identification des populations, ONIP en sigle. Et les textes étaient soumis en plénière à la Chambre basse du Parlement. Johnny, quelle stratégie l'opposition devait mettre en application? Je venais tantôt de l'évoquer. Il faudrait avoir des manifestations comme des sit-ins, des dénonciations, des marches, des colères à travers, ou des marches, plutôt des marches pacifiques. Vous ne pensez pas que ça pouvait dégénérer? Non, ça ne pouvait pas dégénérer. Écoutez, on est en politique, on ne se fait pas des cadeaux. Pour tous les politiciens qui nous regardent à l'instant, même s'ils passent dans des chaînes de télévision pour dire que nous condamnons, mais lorsqu'ils organisent des manifestations, leur plus grand objectif est qu'il y ait dérapage du côté des forces de l'ordre. Et ça va leur servir d'argument à faire valoir par rapport à ce qu'ils ont comme réclamation. Vous voyez? Même s'il y a crépitement des balles, il y a ceci, pour l'opposition déjà, c'est les éléments tangibles qui vont prouver à la communauté internationale que le régime actuel, il est autoritaire, il est caractérisé par l'intolérance politique, ainsi de suite. Voilà. Donc, l'opposition n'allait pas baisser les bras. Et aussi, il y a un problème parce que chaque leader de l'opposition veut être candidat président de la République. Ça aussi, c'est un problème. Ça aussi, c'est un Je problème. voudrais parler des intentions, des intentions qu'on prêterait à la majorité présidentielle. Je ne pense pas. Je pense que tout est parti d'abord de cette campagne de dire que le chef de l'État n'a pas de mandat, il a une mission. Je ne sais pas ça vient d'où, alors que nous savons que c'est un mandat renouvelable une fois, c'est 10 ans pratiquement. En 2028, il doit organiser les élections. Je pense que c'est ce qui fait peur à l'opposition sous prétexte que si le chef de l'État devrait changer la Constitution ou si le pouvoir devrait changer la Constitution, c'est pour que le chef de l'État actuel, le président Félix Tshisekedi, reste au pouvoir, c'est-à-dire remettre le compteur à zéro pour 2 ou 3 mandats encore successifs, ce qui frise ou ce qui frustre en tout cas le côté de l'opposition. Parce que tout le monde veut devenir président de la République. Partant de Moïse Katumbi, Denis Sanga, Martin Fayoulou, Matata Pogno et les autres, même ceux qui sont aujourd'hui qui sont exilés, tout le monde veut devenir président de la République. Alors, ce qui va à ce niveau essayer d'affaiblir l'opposition, c'est pratiquement les objectifs. Ils ne veulent pas faire un front commun. Les stratégies ne sont pas bonnes comme je l'ai dit. Exactement, ils veulent pas faire de front commun. Tout le monde veut aller avec son parti politique, tout le monde veut devenir leader, même si réunis au sein de la coalition C64, 64. Alors pratiquement, je pense que tout le monde en 2028 veut devenir candidat de la République. On a tous vu en 2023 par exemple, le candidat Moïse cherchait à tendre la main à Mouzito, à tendre la main à Martin Fayoulou, à Denis Mukwege. On a vu que tout le monde refusait parce que c'est pour des intentions pratiquement personnelles. À ces niveaux, je pense que pour l'opposition, on devrait d'abord réfléchir à comment mettre les égos de côté. Que ce soit Moïse, que ce soit Fayoulou, que ce soit Denis Sanga et les autres, on doit d'abord rester en bloc, organiser des manifestations. Bien qu'étant en retard, comme Johnny l'a dit. Bien qu'étant, continuer toujours à faire les sit-ins, parce qu'aujourd'hui, on a la possibilité de faire entendre la voix même si on est très loin. Avec les réseaux sociaux, par exemple, on a la facilité d'atteindre la communauté internationale, qui pourra aussi faire la pression sur le gouvernement ou sur le pouvoir en place afin de ne pas toucher à la Constitution. Parce qu'à ce niveau, si la Constitution est touchée, c'est fini pour l'opposition. Le président devra rester en fonction. Ou, si par exemple le président n'a pas l'intention de rester en fonction comme chef de l'État, il pourra peut-être se prononcer et nous présenter un dauphin. Nous sommes en fin presque 2026. À ce niveau, si le chef de l'État n'a fait pas d'intention de rester au pouvoir, nous devrons déjà connaître son successeur, sera lequel, ou c'est lui qui va accompagner pour postuler. Mais je pense qu'il l'a même dit au cours de son point de presse, si la population lui demandait de rester au pouvoir, il ne voit pas qu'est-ce qui va l'empêcher. C'est la population qui est l'arbitre pratiquement dans ces pays démocratiques. Donc, à ces niveaux, l'opposition devra continuer à faire la pression
bien que pacifique, mais à faire entendre la voix, mais aussi à la population de rester soudée et à la société civile exactement qui ne dit presque rien jusque-là. On ne sait pas c'est quoi son intention. Les églises qui sont divisées, l'église catholique que nous connaissions à faire de la pression parce que lui, en fait, elle, l'église catholique, est toujours restée aux côtés de la population. Mais aujourd'hui, l'église du Christ au Congo est pour le changement de la constitution. On l'a vu avec les différents pasteurs, les évêques qui ont entendu organiser des manifestations. Alors Charles, vous parlez des citoyens ou vous parlez des populations. En quoi les référendums peut-il favoriser la participation de cette population à la vie publique? Bon, le référendum, expression de la population à la vie publique, puisque ici il en va de l'intérêt d'abord de son pays. Quand on voit pays, on voit son peuple. Donc, c'est inséparable par moment. Et puisque ici, c'est une question qui parle de la nation, c'est-à-dire le peuple en tant que c'est lui qui donne le pouvoir, c'est lui qui accorde le mandat. Le peuple voit son intérêt, ses conséquences positives ou ses conséquences négatives dans ce qu'il prendra comme décision. Mais écoutez ici, madame, nous sommes en face d'un homme politique pas très correct en République démocratique du Congo. Puisque vous allez comprendre ici, le combat n'est pas d'abord un combat de la population, n'est pas un combat ethnique du peuple congolais, n'est pas un combat séparatiste de tel ou tel autre peuple, de tel contrée. Non, mais ici c'est un combat de l'homme politique ou des hommes politiques et qui mettent au milieu la population. Écoutez le dessin. Le schéma ici, allez-y. Il est très simple. Le schéma ici, c'est que l'homme politique cherche à s'aligner derrière la loi. L'homme politique cherche à contourner la loi pour ne pas la violer. Vous allez comprendre avec moi que la partie au pouvoir voudrait contourner cette loi par tel ou tel autre article de la Constitution. L'opposition aussi voudrait contourner ou barrer l'application de la disposition que brandit la partie au pouvoir pour freiner cette manœuvre. Donc, tous brandissent des articles piqués de la Constitution, mais pas dans une perception tout à fait globale. C'est comme des pasteurs qui n'utilisent qu'un seul verset biblique. Et là, ça devient un déséquilibre. Pourtant, l'opposition doit jouer le contrepoids pour assurer l'équilibre dans un pays. Mais au jour d'aujourd'hui, cette opposition est perçue, si je peux aller loin, comme un ennemi. Et l'opposition perçoit la partie au pouvoir comme un ennemi. Pourtant, ils sont tous issus de la population de la République démocratique du Congo et se doivent des marges de réserve pourvu de continuer, pourvu dans l'objectif d'envisager la bonne vie de la République démocratique du Congo. Dans tout ce qu'ils font, vous verrez qu'il n'y a pas d'intérêt suprême de la population ou d'intérêt général de la population, mais ils cherchent tout simplement à s'accaparer ou à chasser, à conquérir le pouvoir. Il n'y a pas de bénéfices de la population. Non, je ne pense pas. Parce qu'à ce niveau, si vous demandez à la population, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse pour vous? C'est le social, c'est l'éducation, c'est les manger, c'est les déplacements, c'est les transports, c'est la sécurité. Vous pensez que ce n'est pas fait? Non, mais ça ne va pas. Aujourd'hui, ça ne va pas. Allez voir le prix des denrées alimentaires sur le marché. Tout le monde se plaint. Mais déjà aujourd'hui, il y a un groupe de gens qui étaient sur les marchés qui nous ont rapporté qu'un sac de farine de 25 kilos coûte maintenant 35 000 francs. Oui, mais est-ce que 35 000 francs, c'est à la bourse de toute la population? Je ne pense pas. Vous dites 35 000, peut-être que vous avez un boulot, vous avez des revenus et tout ça, mais la population là qui nous regarde à la télévision, est-ce que cette population est même capable de payer un sac de farine à 35 000 francs? Est-ce qu'il est revenu? Est-ce que la population a de l'emploi? Est-ce que les jeunes qui terminent l'université... Donc il fallait d'abord écouter la population. Il faudra écouter la population parce que la population, quand vous lui demandez qu'est-ce que vous voulez maintenant, ce n'est pas les changements de la Constitution, ce n'est pas que le président Tshisekedi doit rester ou doit partir du pouvoir, c'est d'abord le social. Le social, on voit l'éducation des enfants,
on voit le manger, on voit les déplacements, on voit le coût de la vie, bref. Mais ce n'est pas ça. On n'a pas besoin du changement de la Constitution. Parce que moi, je me mets à la place de la population à ce niveau. Allez, faites un micro-baladeur, demandez. Les gens que vous voyez accompagner le bourgmestre dans la sensibilisation. Et d'ailleurs, je me demande si, par exemple, un bourgmestre doit sensibiliser aussi pour le changement de la Constitution. Est-ce que c'est la Constitution qui lui empêche d'aller assainir sa commune? Je ne pense pas. Un chef de quartier qui est devant avec la population pour chanter la Constitution, tu sais qu'il y a Azana mission, Azana mandat. Mais est-ce que c'est la Constitution actuelle qui empêche un gouverneur d'arranger des routes? Je ne pense pas. Quel est l'article de la Constitution qui dit si un gouverneur arrange la route, il sera tué, il sera... Non, ça ne va pas. Donc, il n'y a pas l'intérêt de la population. Il n'y a pas l'intérêt, c'est pour l'intérêt personnel pratiquement. C'est pour l'intérêt personnel. Fayoulou veut prendre le pouvoir, Moïse veut faire autant, Sessanga veut faire autant. Tu sais qu'il devait rester au pouvoir. Et vous verrez que dans l'histoire de la République démocratique du Congo, l'opposition n'est jamais restée une. Non. Malgré que... C'est pas une faiblesse, ça? C'est une grande faiblesse. Parce que lorsqu'on a les mêmes objectifs, on se rallie et on fait front ensemble. Voilà. Là, on va agir avec efficacité. Cette opposition n'est pas efficace, malgré que la Constitution aussi admet cette pluralité des couleurs politiques, des idéaux politiques. Mais cette opposition n'a jamais compris qu'il faille se mettre ensemble pour obtenir ce que nous cherchons. Vous allez voir dans l'histoire politique de la RDC qu'à un certain moment, cette opposition peut marcher ensemble et sera plus tard divisée par les intérêts, qui d'ailleurs sont des intérêts égoïstes. Vous vous rappellerez des Ginval, je ne prends que cet exemple-là. Kamere s'est retiré d'avec Fachi pour former le cash. Vous allez voir que Katumbi était resté avec les autres, mais où est-ce qu'ils ont jeté leurs idéaux d'antan? Pourtant, c'était l'instant même de continuer avec le même élan, de continuer avec les mêmes actions, quand bien même ils n'avaient pas accédé au pouvoir, mais continuer dans cet élan-là. Ils envisageaient autre chose que ce qu'ils montraient à la population. Voilà, ils étaient restés séparés et chacun avait regagné son camp qui n'était que son parti politique. Voyez les hommes politiques... les hommes politiques congolaises plutôt, et congolais, mais qui ne donnent pas, qui ne font pas confiance. Vous allez comprendre, moi j'ai fini par comprendre le pourquoi du fait que certains ne votent même pas. Puisque ce sont des gens qui se sont sentis trahis. Dans leur moi profond, ils se sont dit non, je ne peux plus parce que ce que j'ai pensé de cet homme, ce n'est pas ce que je vois aujourd'hui. Kabound était avec Félix hier, au perchoir de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, il devient opposant. Il y a encore ce qui Félix était avec Sessanga dans l'opposition. Aujourd'hui, ils sont ensemble. Donc, c'est des stratagèmes tissés pour distraire la population. Autrefois, Moïse allié à Tshisekedi, mais aujourd'hui, ils se sont séparés. Voilà. Alors, dans tout ça, la population ne trouve pas son compte, Johnny. Bon, la population, dans beaucoup de cas, elle est parfois présentée comme échappatoire. Chaque camp parle des besoins de la population, de la misère des populations. Si vous prenez le pouvoir, il vous parlera que nous travaillons pour l'amélioration du vécu quotidien de la population. Si vous prenez l'opposition politique congolaise, elle fait aussi allusion à la même population. Mais lorsqu'il y a les avantages, lorsqu'ils mènent des dialogues et qu'on sort les partages des gâteaux, nous ne voyons pas là où ils parlent aussi des intérêts de la population. Ici, je m'en vais dire une chose par rapport même à la dégradation du social des populations congolaises, mais ça ne doit pas être seulement l'apanage du pouvoir, bien que c'est dans l'émission régalienne du pouvoir, mais l'opposition, quand vous aspirez les hautes fonctions du pays, vous devrez aussi prêcher par les exemples. Ça n'empêcherait pas à un leader de l'opposition de construire une école dans un milieu rural, par exemple. Ou de demander une ville morte pour... Nous avons connu une situation
d'expropriation des parcelles résidentielles de certains compatriotes dans un coin de la République démocratique du Congo. Je ne cite pas le nom de cette province. Et à Lubumbashi. À peu près 1500 ménages, jusqu'aujourd'hui, passent nuit sous la belle étoile. Je n'ai jamais vu aucun des leaders de l'opposition passer à la télévision parler de cette affaire. Et aujourd'hui, l'opposition se concentre beaucoup plus à Kinshasa. Mais Kinshasa n'est pas la République démocratique du Congo. Il faut avoir un ancrage au niveau national. Parmi des faiblesses au niveau de l'opposition, c'est par rapport à l'implantation de leur parti à travers la République démocratique du Congo. Dis-moi qui est ce leader de l'opposition qui a osé, même pendant la campagne, même après la campagne, on peut dire pendant la campagne il y avait des tensions, qui a ne fût-ce que foulé ses pieds dans l'espace Grand Kassai pour tenir un meeting par rapport à la sensibilité, même la consultation, parce qu'ils seront président de la République prochainement. Mais consultez cette population que vous êtes censé diriger, qui est déjà partie là, une seule fois. Qui peut me contredire sur ce plateau? Mais... Écoutez, j'enchaîne mes idées. Qui peut me dire ici qu'il y a un leader politique de l'opposition qui a osé partir du côté de l'Équateur, les grands Équateurs par exemple? Il a tenu un meeting pour sensibiliser. Vous voyez, on se concentre seulement sur la capitale et par moment un peu Lubumbashi. C'est une faiblesse. La situation politique, généralement en Afrique, découle de ce qui vient de l'Occident. Tout ce qui se passe ici, c'est déjà prémédité par l'Occident. L'Occident, c'est un bon modèle? Non, ce n'est pas un bon modèle. Je dis que nous sommes influencés toujours par la communauté internationale. Aujourd'hui, les changements de la Constitution dont on parle, vous savez, lorsqu'il y a eu tentative de mettre en place une loi qui conditionnait la tenue de l'élection présidentielle en 2016 par l'identification de la population, il y a eu d'abord la MONUSCO qui s'est levée pour dire « Niet, la population a besoin des élections ». Vous voyez? C'est pourquoi j'ai dit l'opposition s'est réveillée un peu tard. Et l'Union européenne avait saisi également la balle au bon. Les États-Unis d'Amérique qui avaient mandaté même ici au pays Nikki Haley, qui avait consulté beaucoup de leaders politiques et même les dignitaires du régime passé. Et par après, c'est comme ça que l'opposition pouvait aussi faire des manifestations. Depuis que cette fameuse initiative du changement de la Constitution est lancée, vous avez déjà suivi la réaction de la MONUSCO. C'est là où nous disons que l'opposition, en quelque sorte, parce que si nous parlons aujourd'hui de cette opposition, vous verrez que ce sont des anciens compagnons de lutte de Félix Tshisekedi. Berthier l'a dit, Charles également. Oui, oui. Et retenez une chose. De tous ces compagnons de Félix Tshisekedi, avec qui ils ont milité dans l'opposition, retenez cette parole, personne ne va le succéder. Personne ne va le succéder. Il y a Berthier qui voulait réagir pendant que vous parliez. Voilà, madame, vous allez comprendre que quand on parle de dialogue en République démocratique du Congo, c'est devenu une culture politique en RDC. Quand on parle de dialogue, l'aboutissement, c'est le partage du gâteau. Justement, je voulais vous demander sur la place qu'occupent les dialogues ici en République démocratique du Congo. Est-ce que les dialogues occupent les grandes questions nationales ici au pays? Le dialogue, on dirait qu'il est premièrement l'apanage des politiques. Quand bien même, on y intègre les églises, on y intègre la société civile, toutes les couches pour sortir une idée qui pourra sanctionner bien entendu les assises. Mais au fond, vous verrez en RDC que l'idée du dialogue est sanctionnée par le partage du gâteau. Vous verrez qu'après chaque dialogue en République démocratique du Congo, soit il y a gouvernement d'unité ou d'union nationale, soit un gouvernement qui débauche les opposants, vous verrez que à chaque fois qu'il y a référendum, c'est la partie au pouvoir qui essaie un peu de glisser, de s'éterniser au pouvoir, au-delà du délai prévu par la Constitution. C'est cela, les formules auxquelles l'homme politique s'adonne. Donc ici, quand on parle de la place de toutes ces deux opérations, c'est que ce sont
de rallongement des bras à l'homme politique. Donc ça n'a rien d'intéressant au sein de la population, puisque toutes les fois que la population a eu à participer à ces genres de manœuvres, la population n'y a pas tiré gain de cause. Donc la population est restée telle qu'elle était au niveau de sa vie, donc en pleurnichant tous les jours, en augmentant même pas un seul centime dans son ménage. Donc tout ça, c'est pour peaufiner l'idée de l'homme politique en ce qui concerne la prise de pouvoir. Oui, Charles. À mon avis, je pense que c'est ça même l'urgence qu'il faut. Au lieu du référendum, au lieu du changement de la Constitution, c'est les dialogues d'abord qui devraient primer. Le président de la République devrait prendre la question du dialogue comme l'urgence. C'est-à-dire réunir toutes ces personnes-là. Il y a des gens qui ne savent pas aller à l'école aujourd'hui. Vous pensez qu'au jour d'aujourd'hui, c'est possible de gouverner durablement sans dialogue? C'est impossible. Bon, c'est impossible dans la culture de la République démocratique du Congo, l'homme congolais est appelé à palabrer. Ça, c'est d'abord issu de nos souches. C'est-à-dire, quand il y a des problèmes, nous parlons, on essaie d'arrondir les angles et on trouve une conclusion. Mais partant de cette réalité, il est vrai que tous les dialogues organisés en République démocratique du Congo n'ont pas offert à la RDC ce qu'elle attendait de ces dialogues, de ces cadres. Quelles sont les conditions véritables pour un dialogue inclusif et constructif? Moi, je trouve ceci. L'homme congolais, l'homme politique congolais doit être sincère et sérieux dans tout ce qu'il fait. Qu'il soit dans l'opposition ou qu'il soit au pouvoir, il doit savoir que la RDC demeure la mère patrie. Et que si je suis dans l'opposition, je milite non pas pour contrecarrer les belles actions, mais empêcher à ce que les mauvaises actions puissent se perpétrer dans la gestion du pays. C'est ce que l'opposition doit faire. Mais aussi, à la partie au pouvoir, il faut comprendre qu'on n'est pas là pour des détournements des fonds. On n'est pas là pour piller la RDC, puisque aussi longtemps que nous sommes dans ces genres de pratiques, les minéraux peuvent se terminer. Le sol ou le contenu du sol peut être vidé. Mais qu'est-ce que nous allons laisser ou léguer aux générations à venir? Voilà un homme qui prend à cœur, qui prend à bras le corps le problème du développement de son pays, de la manière dont il doit réfléchir. On ne réfléchit pas seulement pour aujourd'hui, on réfléchit pour les générations à venir, puisque nous pouvons mourir aujourd'hui, mais on ne meurt pas. Il y a les enfants que nous allons laisser, qui vont nous représenter, qui vont aller jusqu'à quand peut-être Jésus-Christ reviendra. Mais comment ils vont vivre? Johnny, comment ils vont vivre selon vous? Quelles sont les conditions d'un dialogue véritablement inclusif et constructif? Bon, par rapport au dialogue... Et qui devrait y participer parce que Charles avait déjà donné sa proposition, qui devrait aussi y participer? Bon, il y a un adage qui dit la politique en soi n'a pas de règles de jeu, mais elle est tout simplement encadrée par les principes de droit. Alors, je voulais dire ceci. Les dialogues inclusifs, parce que Charles a dit qu'il est impossible de gouverner ou d'évoluer s'il n'y a pas la tenue d'un dialogue. Non, mais écoutez, il y a l'expérience qui nous renseigne qu'à maintes reprises, la République démocratique du Congo a connu beaucoup de dialogues dans ces pays. Beaucoup de dialogues. Et à la fin de toutes choses, c'était les partages des postes ministériels, ainsi de suite. Ça n'a jamais résolu le problème de la politique. Dans les 7 cycles de la politique, on propose quelques recommandations à pouvoir entreprendre question de terminer une crise politique dans un pays. Mais moi, je prends la dernière recommandation qui est le suivi et évaluation politique. Et par là, j'entends l'état des lieux ou faire les états généraux de la bonne gouvernance et le développement du pays. C'est ça même qui pouvait être la grande thématique
pour un véritable dialogue. On met d'abord à côté les compétitions électorales. Parce que tant qu'il y a toujours ces compétitions électorales, tout le monde veut être président de la République. Tout le monde veut être député. C'est ça le mal congolais. Vous verrez quelqu'un qui est candidat président de la République, candidat député national, candidat sénateur, candidat gouverneur de province, et même candidat... Quand il est nommé mandataire dans une entreprise. Vous voyez, tout ça, ce sont des choses auxquelles on devrait d'abord se parler. Parler du développement. Tout à l'heure, on a parlé de l'intérêt de la population se trouve où dans leur discussion ici. S'il y a dialogue, est-ce qu'on ne peut pas parler, convoquer un dialogue social axé sur le développement du pays? Et l'opposition et la majorité, tous ensemble, parlons du développement. Comment est-ce qu'on peut créer des nouveaux hôpitaux? Comment est-ce qu'on peut relancer la construction des voies de communication et les routes des dessertes agricoles? Comment est-ce qu'on peut révolutionner de la population? Sur la population, si le moment où nous verrons les politiques congolais se réunir pour un pareil dialogue, c'est à ce moment-là qu'on saura que non, voilà, il parle maintenant des intérêts de la population. Mais tant qu'il y a des réclamations pour la tenue du dialogue, parce que nous devons tenir des dialogues afin d'élever l'équivoque sur les causes profondes. Quelles sont les causes profondes? On ne nous dit pas des causes profondes. Et pour revenir un peu dans ce que mon éminent confrère Charles a évoqué ici, par rapport à l'opposition non armée, l'opposition armée, non. Dans ces pays, la constitution est claire. Si vous êtes mécontent de la gestion du pouvoir en place, soit vous basculez vers l'opposition. Vous dénoncez la mauvaise gestion, vous dénoncez les détournements des deniers publics. Il y a toute une liste de manifestations pour exprimer votre mécontentement. Mais dès lors que vous prenez les armes contre votre propre pays, vous devenez traître. Voilà pourquoi il y a eu même des pendaisons au niveau de Kinshasa de certains compatriotes par le feu maréchal. Pourquoi? Parce que c'était les gens qui prenaient les armes contre leur propre pays. Même dans des vieilles démocraties, si vous osez les faire, comme les États-Unis, vous voyez les États-Unis, aujourd'hui, je peux même évoquer un exemple. Les leaders ecclésiastiques qui s'en vont dans un pays qui est reconnu même par toute la communauté internationale que c'est un pays agresseur, ils se photographient, ils font des vidéos et rentrent au pays sans être inquiétés. Voyez-vous un prêtre d'une église aux États-Unis partir en Iran, faire des éloges au guide suprême de l'Iran et rentrer aux États-Unis sans être inquiété? Alors, Charles, Johnny vient de parler des religieux. Alors, dans la recherche d'un consensus, pensez-vous que les communautés religieuses et la société civile peuvent jouer un rôle capital? Je pense oui, parce que c'est d'abord la SENCO qui a proposé au pouvoir en place la manière dont devrait se dérouler le dialogue à un certain moment. Jusqu'à aller rencontrer nos frères congolais ayant pris les armes dans l'Est, jusqu'à rencontrer les opposants comme Katumbi, Fayulu et même le chef de l'État. Alors, proposant ainsi, je pense que cette proposition a été rejetée par le pouvoir en place. Mais à ce jour, qui doivent participer à ces dialogues? C'est tout le Congolais. C'est-à-dire, commençons par le chef de l'État, qui est le garant de la nation. En bon leader, il devait tendre la main à ceux qui ont fui le pays. C'est-à-dire Moïse Katumbi, Franck Diongo, Matata Pognon, qui doivent rentrer au pays afin de parler des intérêts de la nation à ce jour. Si vous mettez de côté certaines personnes ou certaines têtes, cette guerre va continuer, l'instabilité au niveau du pays va toujours continuer. La RDC, ce n'est pas seulement Kinshasa, ce n'est pas Kolwezi, ce n'est pas Lubumbashi, c'est aussi l'Est là du pays. Il faudra d'abord pacifier le pays. Parce que moi, je ne vois pas qu'on change la constitution avec une partie du pays qui est sous contrôle de la force négative. Mais est-ce qu'on ne sait pas d'abord rassembler tous les enfants du pays afin d'abord de parler de la stabilité de la nation, afin de parler de la sécurité, afin de parler du social, mais on pourra se départager le poste ministériel et mandataire et tout ça après. Est-ce une bonne ou mauvaise proposition? Non, la proposition de Charles, je trouve que peut-être Charles ne parvient pas à comprendre lorsque nous parlons de faiblesse des résultats ou l'inefficacité des résultats de dialogue dans ces pays. On a connu
un long dialogue dans ce pays qui est Non, la conférence. Quand on a eu le 1+4, Jean-Pierre Bemba et les autres étaient dans des brousses en train de faire la guerre, non? Mais oui, pourquoi je vais. Ces guerres sont terminées, on a rassemblé ces personnes-là. Oui. On a connu un long dialogue dans ce pays qui est la conférence nationale souveraine qui a fait une année de discussion, mais qui s'est accouchée d'une souris. Il y a aussi, vous faites allusion au dialogue de Sun City, oui, qui a consacré le pouvoir de 1+4, mais mon éminent confrère Charles, le 1+4 a vu le jour en 2003, mais en 2004, il y a eu la résurgence de la rébellion des CNDP avec Laurent Kunda Batouari. Il réclamait quoi lui aussi, parce que tous les belligérants étaient intégrés dans les institutions. Vous voyez? Il y a une grande réalité qu'il ne faudra pas omettre. L'Est du pays est vraiment riche en ressources naturelles. Ouais. Et dernièrement ici, je crois, lors de la COP 27, la République démocratique du Congo a réussi à gagner un grand projet pour le reboisement et aussi la lutte contre les gaz à effet de serre. Le réchauffement climatique. Le réchauffement climatique, voilà les termes. Et il y a beaucoup de financements, et c'est l'Union européenne qui a financé, pour mettre fin à cette situation de guerre. Si vous avez Facebook, vous verrez qu'il y a déjà les annonces, ils commencent, les projets couloirs vers Kivu-Kinshasa. Donc, ça sera une zone qui va connaître une grande mobilisation militaire jamais vécue pour mettre fin à cette guerre-là. Parce que beaucoup attendent qu'il y aura peut-être les États-Unis, mais ça ne va pas finir la frustration. Ça va finir. Écoutez, la frustration, si vous prenez les armes, vous tuez vos propres frères pour exprimer votre frustration, quel sera votre sort? Vous tuez pour exprimer votre frustration? Non. Berthier. Mais il y a des voies démocratiques, des voies pacifiques qui sont garanties par la loi. Il ne faudrait pas s'inscrire dans cette logique telle que les résolutions des dialogues viennent remplacer la Constitution, qui est la loi fondamentale. La Constitution a déjà tranché toutes ces questions. C'est-à-dire, moi je vois l'idée des opposants derrière ce dialogue, c'est pour certains qu'ils obtiennent l'amnistie, la grâce présidentielle, puisque leurs noms sont passés par la justice en République démocratique du Congo. C'est des enjeux comme ça que nous refusons, parce qu'il existe des citoyens congolais qui n'ont pas une grande notoriété ou une célébrité, qui croupissent dans des prisons. Mais qu'un autre Congolais, puisqu'il n'y a pas, lisez la Constitution de bout en bout, il n'y a pas plus Congolais que l'autre. Quand nous sommes Congolais, tous nous sommes égaux. Quand la loi mère veut à ce qu'on sanctionne celui qui l'a enfreint, et que les dialogues doivent venir substituer le contenu de la Constitution, c'est aussi une aberrance. C'est aberrant de penser, de réfléchir dans ce sens-là. Moi, je trouve que le dialogue serait important ou opportun, pas maintenant. Dès lors que Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi a fini son premier mandat, les hommes politiques devraient faire ou mettre en place cette initiative pour voir comment éteindre la tension politique qui présageait déjà. Parce qu'on le voyait au travers d'abord de la publication des résultats des récentes élections. Que faire pour que dans les jours à venir, qu'il n'y ait pas de déchirements? Ce qui fragilise la République démocratique du Congo, c'est des déchirements à tout bout de champ. Alors Berthier, quels sont les ingrédients pour une cohésion durable? Pour une cohésion durable, il faut être nationaliste. Ne penser qu'à la République démocratique du Congo et à son frère congolais. Pendant qu'on est nationaliste, on pense que même si je suis ici dans le Katanga, mes frères congolais sont en train de tomber dans la partie est de la République démocratique du Congo, je suis aussi touché. Ça, parce que le nationalisme, tous les mots d'abord qui finissent par isme là, découlent d'un sentiment. C'est un sentiment national qui doit nous caractériser. Dire par exemple, on ne peut pas organiser les universités ou les cours dans les universités de la République démocratique du Congo
pendant que les universités dans l'Est de la RDC n'ouvrent pas. Là, on va voir une idée nationaliste, mais on ne l'a jamais fait. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'unité en République démocratique du Congo. Tout le monde marche vaille que vaille et ne pense qu'à ses propres intérêts. Pourtant, la population, les institutions en place, notamment les institutions habilitées à mener de telles démarches, notamment l'Assemblée nationale, ne pensent qu'à des émoluments. Pendant qu'il y a des gens qui meurent dans la partie Est. Madame, on ne peut jamais racheter une vie. Pendant qu'on t'a tué, tu meurs et tout finit, s'arrête par là. Mais est-ce qu'il n'y a pas de représentation au sein des hémicycles des élus de l'Est de la RDC? Mais combien de lois, combien de propositions ont-ils fait pour faire taire cela? Mais on pense que tout le monde voit 2028 et voit sa continuité politique après 2028 pour sa survie. C'est tout, ça s'arrête là. Alors Berthier a parlé de beaucoup d'ingrédients, dont le nationalisme. Est-ce que vous avez d'autres ingrédients à ajouter? Je pense que, exactement, c'est très bien, mais c'est très théorique. Puisque nous connaissons qu'est-ce qui est à la base de la situation sécuritaire dans la partie orientale. Nous savons qui sont en train de faire la guerre dans cette partie. Mais pourquoi ne pas les approcher afin de dialoguer, puisqu'ils sont congolais? Peu importe ce qu'ils ont fait, ils sont congolais. Pourquoi ne pas les approcher et limiter quand même les dégâts? Parce qu'au moment où nous réfléchissons théoriquement... Peu importe ce qu'ils ont fait, ils sont congolais. Oui, malgré leurs fautes. Ils sont congolais. Ils sont congolais. Qu'ils ne soient pas sanctionnés alors? Non, 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 non. Moi, je ne parle pas des sanctions. Moi, je parle d'abord d'un dialogue. La justice pourra faire son travail après. Je ne refuse pas. Mais d'abord, les Congolais doivent se trouver, se rencontrer autour de la table, comme on le fait là, pour parler. Que chacun puisse donner ses frustrations, c'est donc pourquoi il a pris les armes, pourquoi il a fait ça, qu'est-ce qui lui a fait du mal, pourquoi, parce que nous le suivons religieusement à chaque fois. Soit c'est l'ingérence, mal-gouvernance du pouvoir en place. Est-ce que cela ne peut que pousser à la prise des armes, Charles? Je ne refuse pas. La justice pourra faire son travail après. Mais d'abord, mettons le Congolais autour d'une même table afin qu'ils puissent... Mais quand ils viennent dans un dialogue avec l'idée d'être blanchis, ils posent comme condition qu'ils soient graciés des sanctions de la justice par la République, par le président de la République. C'est en sorte utiliser le président de la République pour balayer. Ça peut limiter les dégâts. Au moment où nous parlons... Non, non, moi je trouve ceci. Au moment où nous parlons... Nous sommes une jeune démocratie. Au moment où nous parlons, il y a la guerre qui continue là-bas. Bien sûr. Théoriquement parlant, vous savez nous prouver que quand on devient nationaliste, quand on aime le pays, quand on aime ses frères qui sont dans l'Est et tout ça, c'est de la théorie. Dans l'entretemps, il y a des gens, il y a des âmes qui tombent là-bas. On ne meurt qu'une seule fois, malheureusement. Johnny voulait réagir Oui, en tout cas, je suis étonné d'entendre ça venir des Charles, parce qu'on ne peut pas supplier ou caresser dans le sens des poils les gens qui se sont rebellés contre leur propre pays en prenant des armes pour se rallier avec les pays voisins. C'est inadmissible. Parce que si nous parvenons aujourd'hui à les traiter avec élégance, prochainement, d'autres compatriotes aussi prendront aussi les armes pour faire entendre leur voix. Et ce n'est pas la première expérience. Lors de 1+4, il y avait les belligérants, les RCD Goma, où il y avait beaucoup de seigneurs de guerre. On les avait intégrés dans les institutions. Aujourd'hui, chose étonnante, le même qui était blanchi autrefois se retrouve encore dans le même mouvement du M23, notamment Moïse Nyarugabo, Azaria Surubero. Mais si vous voulez des personnes saintes au dialogue, je ne pense pas qu'il y ait un dialogue. Il y a ceci. Nous dialoguons quand il y a un problème, quand il y a des frustrations. Ils étaient autrefois blanchis. Oui. L'État ou le pays, la nation les a pardonnés. Oui. Il y a eu amnistie. Ils ont intégré même les institutions. Ils ont été députés dans ces pays, l'autre vice-président dans ces pays. Et la finalité, c'est quoi? Ils sont retournés encore en bourse. Alors, pourquoi les suppléer? Non. Il n'y a pas un super Congolais au-dessus de l'autre. Il faudrait que les pays ou la nation soient sévères envers ses compatriotes égarés. Et ça va servir d'exemple aux autres compatriotes qui oseront aussi
faire ou prendre la même démarche contre les propres pays. Le pouvoir doit plutôt dialoguer avec des vrais opposants. Alors, les vrais opposants, ce sont ceux-là qui ne sont pas avec le pouvoir. Mais les opposants comme Mouzito, comme Constant Moutamba, je pense que ça ne sera pas un dialogue. Non, il y a des Martin Fayoulou qui sont des opposants. Il y a Benjamin Kaboul qui est opposant. Ils font partie de l'opposition. Mais aussi pensez à ceux-là qui font... Non. Les gens qui ont tué, il faut vraiment les sanctionner parce que ce n'est pas une première expérience. Si c'était une première expérience, ça aurait été mieux. Mais c'est plus d'une fois, mon frère. Alors, au-delà des débats, que faut-il faire pour renforcer la démocratie, la cohésion nationale ainsi que la paix en République démocratique du Congo? Puisque le pays est signataire du statut des Roms, donc qui consacre toutes les modalités, c'est-à-dire en dehors du débat, il faut être respectueux des textes. Vous savez, lorsqu'on a une conscience corrompue, on se croirait dans une bonne direction pendant qu'on ne l'est pas. Même quand on fait le mal, on pense qu'on est dans le vrai. On peut penser être dans le vrai pendant qu'on est dans le faux. C'est-à-dire, il faut écouter aussi l'autre. Qu'est-ce que l'autre dit? Donner de l'importance aussi à ce que l'autre dit. Pensez aussi que la personne qui est vis-à-vis de moi n'est pas seulement cette personne que je peux voir avec des idées tout à fait négativistes. Donc c'est mon semblable. Peu importe ce qui peut nous diviser, nous pouvons toutefois arrondir les angles et marcher ensemble en respectant les dispositions constitutionnelles. Pour renforcer la paix, la cohésion nationale ainsi que la démocratie, selon Berthier, il faut écouter l'autre, Johnny. Oui, moi je pense qu'il faut mettre fin aux inégalités sociales et aussi le partage équitable des ressources, parce que ça crée des frustrations. Si nous prenons par exemple un enseignant de l'école primaire, son traitement social à la fin du mois ne représente presque rien, alors que c'est un grand formateur de base. Tout le monde est passé par lui. Dans notre société. Mais il suffit d'être député et vous allez gagner beaucoup de dollars, des billets verts. Alors qu'un enseignant qui forme dès les bas âges n'a pas un salaire digne de son nom. Donc les inégalités sociales, les partages équitables des ressources fera en sorte qu'il y ait cette sorte de cohésion et même ça va aider à faire asseoir notre démocratie parce que le développement aussi compte beaucoup plus par rapport aux ambitions électorales. Chaque fois, il faut élection, mais on oublie le développement. Et ces pays, pour que nous puissions bien donner raison et au pouvoir et à l'opposition, c'est le jour où nous entendrons toute la classe politique parler d'un dialogue social axé essentiellement sur le développement du pays sans qu'il y ait des agendas politiques. À ce moment-là, nous serons d'accord que cette fois-ci, on a parlé pour les intérêts de la population. Mais tous ces dialogues dont fait allusion même Charles ici, c'est justement des dialogues qui servent des intérêts égoïstes et mesquins des politiciens et ça n'a rien à voir avec les intérêts de la population. Je pense qu'il faudra écouter la population, toute la population congolaise, par travers les organisations, par travers la société civile. Je pense qu'il faudra que les autorités ou l'autorité puisse se rapprocher plus de la population. Parce que jadis, qu'on voyait même le gouverneur organiser, comment on appelle, les barrages à la Madjengo et tout ça, on veut écouter, qu'est-ce que la population veut. En ce moment, si on n'a pas besoin du changement de la Constitution, on n'a pas besoin du référendum, on a besoin de manger, on a besoin de nous déplacer, les enfants ont besoin d'aller à l'école, les enfants ont besoin de la sécurité urbaine, qu'il n'y ait pas des tracasseries par-ci, par-là. Donc, que l'autorité puisse se rapprocher de la population, que la population puisse parler ouvertement de ce qu'elle cherche, de ce qu'elle veut. Et voilà, je pense que tout ira bien. Pour l'avenir du pays, en un mot, quel message vous donnez aux autorités, aux gens qui sont du pouvoir en place, l'Union sacrée, l'opposition, de parler un même langage. Parler un même langage. Le Congo, c'est notre dénominateur commun. Bien voilà, on va. Berthier, pour l'avenir de la RDC, un message, pour l'avenir de la République démocratique du Congo, il faut une composition commune, c'est-à-dire la majorité et l'opposition doivent penser
qu'au développement de la République démocratique du Congo à travers un engagement solide de 2 blocs. Le développement de la RDC, Johnny? Oui, je réitère mes paroles de tout à l'heure. Il va falloir qu'il y ait un dialogue social et politique pour le développement de la pour République mettre à démocratique côté les intérêts égoïstes des politiciens, parce que sans cela, je vois très mal le développement s'asseoir, même si on prenait Jésus-Christ, Fils de Dieu, on lui donne le fauteuil présidentiel de la RDC, il ne va pas réussir. Pourquoi? Parce que nous avons dans ces pays les opposants qui sont milliardaires, millionnaires, et détenteurs même des licences de certains produits vivriers. Et même si le pouvoir parvenait à mettre tout le moyen possible pour alléger la souffrance de la population en termes de denrées alimentaires, et tant qu'il est en désaccord avec cet opposant, détenteur des licences de livraison des produits vivriers, ça va poser des problèmes. C'est pourquoi quand on aime sa population, on se met ensemble, on enterre la hache de guerre et puis on regarde dans la même direction, on parle de développement, intérêt de la population. Mais tant que vous faites allusion au changement du régime, alternance, tout ça, sans Tshisekedi, sans celui-ci, parce qu'on a connu alternance sans Kabila, mais quand il y a eu Félix, je n'ai pas vu les opposants converger pour suivre leurs compagnons de l'opposition. Donc ce sont toujours les intérêts égoïstes de nos politiciens. C'est vraiment malheureux que la population peut-être patiente encore. Le jour où nous autres, nous aurons l'occasion de nous présenter comme candidat président de la République, on aura ce sens-là d'esprit de penser au développement du pays et à améliorer, révolutionner les paniers de la ménagère. Merci Johnny d'avoir répondu à l'invitation d'Info Plus. Merci beaucoup, merci à tous mes éminents confrères sur ce plateau, Berthier ainsi que Charles, pourquoi pas vous-même, y compris Malaika Télévision. Merci beaucoup Berthier, c'était un plaisir d'être avec vous sur ce plateau. C'était un grand plaisir de partager pour la première fois le plateau en débat avec Charles Monsavou et Johnny. Ça a été un contenu tout à fait alléchant pour notre public, le public des Malaika Télévision à qui j'ai dit merci. Merci Berthier, merci Charles. Je vous en prie, merci beaucoup de l'invitation. C'était un honneur et toujours en compagnie de nos confrères aînés. Madame, Messieurs, merci à tous de nous avoir suivis. Ne nous quittez pas, restez avec nous car les programmes continuent sur Malaika Télévision.